Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui un influenceur de première... comment on peut dire ça je dirais première génération. De première génération, c'est ça. Et un créateur de contenu de grand talent et qui, en plus, est un ami. Donc voilà, Anne Fan. Bienvenue Anne, salut. Bonjour Chris, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Il faut parler un peu plus dans ton micro. Oui. Je suis pas habitué encore. Bon, il faut dire que toi, tu crées beaucoup de contenu, mais les podcasts, c'est pas trop ton truc. Non, pas du tout. C'est un truc que j'ai pas suivi parce que je dois avoir un problème d'attention. C'est pour ça que du coup, j'ai vachement de mal à écouter un podcast. Ça, au bout de 5 minutes, je m'endors. Donc, Mais à minima, tu pourrais en enregistrer. C'est pas faux. Mais j'en suis plus à la vidéo, je pense. Bon, on va t'aider à lancer ton podcast. Est-ce que je te laisse te présenter en quelques mots? Je suis Anne Fan. On me connaît souvent comme le fondateur du Journal du Geek, un site dédié donc à la tech, et je suis aussi animateur sur la chaîne de jeux vidéo Game One. Ok, très bien. Et donc Journal du Geek, quand est-ce que tu l'as lancé? Journal du Geek, ça remonte officiellement à juillet 2004. Ouais. On est en 2022. Voilà pourquoi on parlait de créateur de contenu ou d'influenceur de la première heure. Mais alors, Journal du Geek, c'était ton site, mais tu étais quasiment tout seul. Même tout seul. C'était même... Aujourd'hui, beaucoup connaissent Journal du Geek comme le média, avec plein d'articles, plein de vidéos, plein de choses, une grosse couverture de l'actualité tech. Mais Journal du Geek... À l'époque, en 2004, c'était une personne, et cette personne, c'était toi. Exactement. Et ça a duré jusqu'en 2008-2009. Il faut savoir qu'en fait, à la base, c'était même pas un site. J'avais même pas la prétention d'être un concurrent aux autres Club Geek, 01, etc. C'était juste un blog personnel. C'était un site que j'avais monté, en fait, pour pouvoir répertorier, retiens bien, des liens pour mes amis. Okay. Parce que quand je les voyais le week-end, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Donc du coup, je me dis, tiens, dans la semaine, je vais mettre tous les liens que je découvre sur Internet. Ouais. Et avec un peu de chance, ils vont pouvoir lire ça et on va pouvoir en discuter le week-end. Ok. Voilà. Et donc, c'était juste des liens. C'était juste des liens. C'était, au début, c'était que des liens. Et comme tous les sites que tu crées, justement, pour tes amis, eh bien, personne ne vient. Forcément. Oui. Et c'est tout le problème en vrai. Et sauf que à l'époque, Google ou les Alta Vista, Yahoo, etc. faisaient en sorte que finalement des inconnus sont tombés sur ce site. Et donc j'ai joué un peu le jeu. Je me dis allez, je vais essayer d'écrire un peu. Donc ça a commencé par des liens au départ, puis un article par semaine, juste une news. C'était même pas un article, c'était vraiment une news, une brève. Puis 2, puis 3 et ainsi de suite. C'est monté jusqu'à ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui, quoi. Parce que justement, si on revient un peu en arrière, avant de créer Journal du Geek, qu'est-ce que tu faisais? T'avais quel âge? Est-ce que tu avais fini tes études? Tu étais encore en train de faire tes études? T'en étais où en fait dans ta vie? Non, moi je suis un vieux maintenant. Donc, non, quand j'ai créé en 2004 donc, Journal du Geek, j'avais 27 ou 28 ans. Okay. J'étais ingénieur d'études, tout simplement, pour une boîte. Je développais des sites web pour d'autres compagnies. Donc, dans ce qu'on appelait à l'époque SS2I, je crois que c'est un nouveau terme maintenant. Une ESN. Voilà, une ESN. Voilà. Bon, bref. Et donc, dans tout ça, comme je développais des moteurs de sites, j'ai utilisé un peu le côté Journal du Geek pour tester déjà le moteur que je développais à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'avant la publication de Journal du Geek officiellement, avant, c'était développé en ASP, sur des technologies Microsoft. Un truc complètement aberrant, en fait, pour le web. Mais bon. Ok, et à quel moment tu as compris que c'était en train de prendre une ampleur hyper intéressante et que potentiellement tu allais pouvoir en faire ton activité principale? Au bout de 1 an, 2 ans, j'ai commencé c'était à partir de 2005-2006. Je me souviens parce que des agences commençaient à me contacter pour mettre de la pub, pour proposer tout ça. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit ouais mais non, la pub c'est dead, moi je suis un vrai... C'était quoi, des bannières en fait, hein, ouais, c'était juste des bannières, une bannière par-ci, une bannière par-là, et en plus je connaissais rien du business, et en fait en vrai j'ai mis longtemps à apprendre, mais pour moi c'était un site passion. Je faisais ça j'avais mon métier à côté, je travaillais, j'avais pas besoin de gagner de l'argent avec un truc passion, et franchement j'étais pas spécialement intéressé. Et c'est en 2007 je crois où j'ai commencé à prendre vraiment conscience
du potentiel 3 ans plus tard. Voilà, 3 ans plus tard, et me dire que finalement, peut-être que avec toutes les pubs, je peux peut-être me générer un SMIC. Et avec ce SMIC, on va se lancer, quoi. Donc fin 2006, je commençais à à négocier un peu avec mon employeur de l'époque pour partir quelque part. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est lancé petit à petit. Et heureusement, pour moi, du coup, c'est allé plus vite que prévu. Donc j'ai pu en vivre correctement quasiment dès 2008. Et donc voilà, quoi. Donc c'était vraiment cool là-dessus, quoi. Et donc c'était quoi les formats publicitaires que tu mettais en place parce qu'il n'y avait pas que des bannières, j'imagine aussi. À l'époque, il n'y avait que ça, que des bannières, des campagnes de publication. Donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'articles sponsors, ils ne connaissaient pas tout ça. Comme j'étais encore catégorisé comme un blog et pas comme un média, les seuls trucs que les marques se permettaient, c'était de m'inviter à des événements, de m'envoyer des produits éventuellement et de me dire si ça te plaît, et c'était vraiment ça, si ça te plaît, t'en parles. Donc il n'y avait même pas cette notion comme on a maintenant de dire tiens, je te paye 2000, 3000, 4000, t'en parles, mais tu le caches un peu. Non, là c'était vraiment si ça te plaît, t'en parles parce qu'on ne veut pas que ta crédibilité soit mise en doute, etc. Ok. C'était bien à l'époque. Hein. À l'époque, ils étaient, les annonceurs étaient déjà éduqués comme ça. Oui, et ça a changé avec le temps. On a vu qu'avec l'argent, on peut faire pas mal de choses. Bon, on en parlera juste après. Mais... Ok, et donc incroyable, tu pouvais te tirer déjà plus qu'un SMIC au bout de 3-4 ans. Okay. Exactement. Et donc j'imagine que le fait d'avoir quitté ton précédent job t'a libéré du temps, donc plus de temps, plus de contenu aussi publié, plus de contenu, plus d'audience aussi, c'est ça ? Tout à fait, tout est lié de toute manière. Je pense qu'à cette époque-là, dès que tu commençais à créer de plus en plus de contenu, tu t'habituais quelque part les moteurs de recherche et tout ça à venir te voir plus souvent, t'habituais aussi les lecteurs à revenir, parce qu'en plus j'avais choisi un truc qui se faisait pas du tout à l'époque, alors je me vante un peu quelque part, mais en 2004, quand j'ai vraiment lancé Journal du Geek, on avait des sites comme Clubic, 01, Présence PC, tout ça, qui étaient des sites vraiment spécialisés. Donc tout le monde était spécialisé, soit dans le PC, soit dans le jeu vidéo, soit dans les PDA, soit dans les mobiles. Et tout ça, donc tout le monde avait sa spécialité. Et puis voilà. Et moi, je m'étais dit, mais c'est con parce que, en fait, moi, je vais sur tous ces sites parce que je kiffe, quoi. Donc je kiffe les jeux vidéo, je kiffe le cinéma. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, non, moi, je vais tout agréger, je vais prendre tout ce qui me plaît et je vais foutre là-dedans. Voilà. Il n'existait pas de généraliste tech. Non, et c'est très drôle parce que si tu penses au site américain, Engadget, par exemple, a été créé en avril 2004. Et je l'ai appris 2 ans après. J'ai vu que en fait, leur premier article était d'avril 2004. Donc, quelque part, je m'étais calé un peu sur ce qui se faisait potentiellement dans le monde. Ouais, Engadget, pour ceux qui ne connaissent pas, grosse référence américaine. Blog. Blog aussi au départ. On était tous des blogs au départ. Blog tech américain avec Akihabara News, tu te rappelles de ça ? Akihabara qui est le quartier tech à Tokyo. Exactement. Et qui était un peu notre référence, clairement. À l'époque, c'était un certain Gonzague. Alors, pas d'Ambricois, un autre Gonzague. C'est vrai. Qui s'en occupait, effectivement, comme il avait la chance, lui, de vivre au Japon et donc d'avoir accès à plein de gadgets. C'était un peu notre référence à tous. L'une de nos plus grandes sources pour nos news. Non, mais un lecteur e-reader, je ne sais pas si tu te souviens de la marque e-reader, un lecteur MP3, on était là. MP3, c'était canon. Ok, et donc t'es pas resté seul longtemps, j'imagine ? Quelque part si, parce que entre 2004 et 2008, et même avant 2004, je faisais tout à la mano. Donc je faisais le graphisme, je faisais le développement, je faisais tout ça. C'était à la mano, je savais comment le faire parce que c'était mon métier. Et c'est qu'à partir de 2008, où j'ai fait arriver mon premier, entre guillemets, salarié, qui était un peu en free en fait à l'époque, mais il faut pas le dire. Parce que voilà, et c'était le premier pas vers l'ouverture. Il faut me dire que quelqu'un d'autre va écrire sur Journal du Geek, un autre passionné, une autre façon de voir l'actualité. Parce que c'est vrai que la grosse différence entre Journal du Geek de l'époque et Journal du Geek aujourd'hui, c'est que potentiellement, à l'époque, je ne couvrais que ce qui me plaisait. Mais vraiment ce qui me plaisait. C'est-à-dire que si j'avais pas le kiff qui valait, que
Je laissais passer. Tu faisais pas de comparo d'imprimante ou de... Non, rien à faire. C'était... Et non, alors que maintenant, je teste pas mal de choses, même des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc je fais un peu plus. Bon, c'est un kiff, c'est un autre type de kiff, mais ouais, c'était la plus grande différence. C'est là où on voyait que ce que pouvait être un blog, c'est vraiment tu parles de tes passions et tu ne t'en parles que si t'aimes. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire appel à ce premier collaborateur, en fait ? Sans doute l'ouverture. Là-dessus, je voulais... En fait, tu rentres dans un cercle un peu... je vais pas dire de compétition parce que je voyais pas d'autres... J'étais pas en compétition avec qui que ce soit. Mon but, c'était toujours de faire de partager ce qui me plaisait. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as envie de t'en faire plus. Mais vraiment plus, quoi. Et tu te dis, dans ce cas, si moi je veux en faire plus, comment je fais ? Je peux pas tout faire. Donc, t'en faire entrer un pour qu'il t'aide sur l'actualité. Et comme ça, toi, tu te libères du temps pour tester des choses nouvelles, etc. Et c'est comme ça que t'en viens justement à embaucher, entre guillemets, ton premier collaborateur. Voilà. Ok, et après, premier collaborateur, puis après, d'autres salariés, c'était au temps fort de Journal du Geek, même si on peut estimer que Journal du Geek est encore dans un temps fort aujourd'hui, mais ça représente combien de personnes ? Alors, aujourd'hui ou à l'époque ? Les deux. Les deux. À l'époque, on a tourné à 3 après, pendant 1 an et demi. Et c'est là où les associés avec qui j'étais jusqu'à maintenant sont arrivés, et c'est eux qui m'ont proposé en fait leur service, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que tu dis que tu dépends d'agences d'influence ou de publicité qui t'apportent des affaires et tout ça, mais c'est 40% de revenus en moins quand même. Donc c'est pas 40% de revenus en moins, c'est 40% de revenus que tu ne touches pas. C'est comme tu passes par une agence, toutes les campagnes passaient par ces agences, et ces agences touchaient une commission. Par une régie, quoi. Voilà, une régie publicitaire, et c'était 40%. Et tu te dis, bon... C'est beaucoup, 40%. Ouais, sauf qu'à l'époque, moi, je connaissais pas grand-chose. Moi, j'étais un peu bête. Et moi, je vivais de ma passion. Je dirais pas ça. Si. Non. En vrai, s'il y a des choses que je devrais refaire, je referais sans doute. Mais dans l'absolu, à l'époque, c'était ça. Tu te dis, bon, en 40%, tu peux peut-être te dire, on va peut-être faire des choses, etc. Et c'est là que d'autres associés sont rentrés et que je les ai pris en associés, tout simplement parce que je pouvais pas tout faire, et je voulais pas tout faire non plus. C'est-à-dire que moi, le métier de commercial... ça m'intéresse pas, l'administratif ça m'intéresse pas non plus. J'étais vraiment focalisé sur la partie création de contenu, et donc je voulais des renforts dans ces domaines-là, quoi. Et c'est comme ça que sont arrivés mes associés. Ok, qui avait un rôle avant tout business, on va dire. Exactement, développer la boîte, développer Journal du Geek pour que ça rentre petit à petit dans, je dirais, le top 10 des sites des médias high-tech en France, alors que c'était un petit blog à la base. Ouais, c'est vrai. Et Journal du Geek, c'est pas mal diversifié aussi au fil des années. Ouais. Il y a eu d'autres déclinaisons de cette marque Journal du. Il y a eu Journal du Gamer, Journal du Mag, Journal graphique. Alors ça je... Alors, on peut pas tout réussir. On peut pas tout réussir, ça a pas super bien marché, mais Journal du Gamer quand même, non ? Si, ça a marché dans l'absolu. Il y avait un succès d'estime, etc. Il y avait pas assez de visites pour générer vraiment un revenu qui permet de vivre. Il faut dire que c'était une époque où il y avait quand même déjà un mastodonte dans l'univers du jeu vidéo. Exactement. C'était jeuxvideo.com. Gamecult. T'avais un peu Gamecult à côté, mais t'avais d'autres références, clairement. Moi, j'arrivais. Très compliqué de venir pour un nouveau venu, très compliqué de se faire une place. Ouais. Exactement. Mais tu sais que c'était pareil pour la tech. La tech, je pensais vraiment pas me faire une place. La petite anecdote, c'était que, donc, en dehors de partager les choses pour mes amis, le but ultime en 2004, et ultime, c'était juste de recevoir le communiqué de presse le jour J du lancement. C'était ça mon but ultime. Et je me rappelle d'une marque coréenne, que je ne citerai pas, qui m'appelle un jour, il me dit Anne, salut, je représente telle marque. On a un téléphone qu'on va sortir, un téléphone, c'est même pas un smartphone, qu'on va sortir dans 3 semaines là, et on aimerait bien que tu le testes. Oh, moi j'étais là, waouh. Ok, mais combien ça va me coûter ? Déjà, non, après il me dit, justement, combien ça va me coûter ? Donc il me répond, non, c'est bon, on te le prête et tout. Je dis, ok, cool. Et dans ma tête,
à ce moment-là, je m'étais dit, alors, s'il envoie aujourd'hui par Colissimo, je le reçois peut-être demain ou après-demain, je peux le tester pendant une demi-journée et je le renvoie le soir même. Donc, dans une semaine, il récupère le produit. Et je leur dis ça, je leur propose, je dis ça, c'est bon pour vous et tout. Et un peu naïf, quoi. Et t'as la marque qui me répond, me dit, non, mais Anne, on t'envoie un coursier. What? Un coursier? Et c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que je vais l'avoir là, dans l'heure, là? Dans l'heure, là. Tu vas le recevoir et en plus, tu vas pouvoir le garder autant de temps que tu veux, quoi. Ah bon? Et donc voilà, c'était la petite anecdote. Et c'est drôle parce que c'était vraiment le truc que je voulais. C'était vraiment un rêve qui se réalisait, quoi. Et j'imagine que tu as dû avoir la même réaction pour ton premier voyage de presse. Ah, mais alors, le voyage de presse, c'était... Je ne dirais pas qui c'est, mais pareil. Voyage de presse, c'était pareil aussi. Je me dis, mais c'est quoi cet univers de malade, quoi? Bah, sans donner le nom... D'ailleurs, pourquoi ne pas la citer? Parce que je sais pas, parce que comme je suis aussi animateur sur Game One, je peux pas citer les marques comme ça. Non, mais on n'est pas soumis au CSA ici, tu sais. Voilà, donc je fais un peu attention. Il n'y a aucun problème. Donc, c'était Philips, et une des premières marques à m'avoir envoyé loin. Ça, il y a des petits voyages, mais Philips, c'était le CES à l'époque. Et, à Las Vegas. À Las Vegas, donc. Et alors là, c'était open bar, là. Je te jure, je revenais pas, quoi. Tu te retrouvais à aller au CES et t'avais une limousine qui venait te chercher tous les matins pour aller au CES. C'était n'importe quoi. Cette époque-là, elle était folle, quoi. Et après, il y a eu Sony, etc. Mais il y a eu plein de choses. Et c'est là que... Ouais, et donc ton premier voyage de presse, c'était à quel moment dans l'histoire de Journal du Geek? C'était quasiment au moment où j'étais en train de me dire que j'allais me lancer totalement là-dedans. Qu'il fallait accélérer. Ouais, qu'il fallait accélérer. 3-4 ans plus tard. Ouais, 2007, c'était en 2007, donc... Ouais, non, mais c'est quand même fou. Et encore une fois, moi, je suis admiratif de tout ce que tu as réussi à faire. C'est gentil, merci. Non, mais parce que de partir d'un site de passionnés à 3 ans plus tard, être référencé parmi les plus grosses marques tech mondiale comme une personne qui compte, c'est quand même fort, quoi, je trouve. Ouais. Et je me souviens, il y avait là je parle de la reconnaissance des marques, mais c'est pas du tout celle qui compte le plus, hein. Évidemment, c'est la reconnaissance de tes lecteurs et ton audience, etc. Mais ça reste quand même un indicateur du poids que tu arrives à, ou de l'importance que tu arrives à prendre sur un secteur donné. Ouais. À l'époque, c'était vous. C'était mes confrères, en fait. Mais c'est un truc que je me souviens je salue Christophe Seffrin au passage, qui est journaliste pour pas mal de médias, et c'était à l'époque, il me disait un truc assez fou. Il me disait la différence entre moi et d'autres blogueurs tech à l'époque, c'est du coup, il voyait le travail que je faisais. Ouais. Et du coup, il me trouvait légitime dans les conférences de presse, dans les présentations, etc. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'à une époque, il y a eu quand même une sorte de grosse guéguerre entre les blogueurs et les journalistes pour avoir les exclus. Ouais, c'est un sujet que je voulais aborder aussi avec toi. Mais juste avant, quand tu parles de l'étonnement qu'on peut avoir quand on est... invité à ces voyages de presse-là, moi qui étais pour le coup journaliste avec une carte de presse, parce que je travaillais pour un média qui était reconnu comme média grand média, grand média, Science et Vie Micro. Mon premier voyage de presse, c'était pas très loin, c'était à Monaco, mais déjà moi je trouvais ça ouf de partir 3 jours à Monaco. J'étais tout jeune, j'étais un bébé, quoi. Et t'arrives à l'aéroport de Nice. À Nice, on t'emmène sur un héliport. Mais pourquoi faire? Parce qu'on va à Monaco en hélico, tu vois. On va pas y aller en voiture comme tout le monde. Ouais, moi, ça m'allait aussi d'y aller en voiture. Bon, tu prends l'hélico, t'arrives, là t'es à l'hôtel de Paris, quoi. C'était avec Kodak. Tu vois, moi aussi je joue le jeu, je cite la marque. Et l'hôtel de Paris, c'est juste le palace de Monaco. Je suis pas sûr qu'il y en ait un autre de plus cher ou de plus luxueux à Monaco. Alors peut-être que si, mais moi je connais rien en palace. Moi non plus, mais je pense qu'il est très bien déjà. Et c'est à 600 balles la nuit, 700 balles la nuit. Et moi j'étais en ALU complète pendant 3 jours. Et je disais à d'autres journalistes qui étaient là, je dis mais c'est normal, l'hélico là, c'est un truc de fou. Et le dîner là, mais tout le monde était blasé en fait. Et les gens disent, mais c'est tout le temps comme ça. Tu crois quoi? T'es nul ou quoi? Et j'ai juste halluciné. Et puis bon, c'est vrai qu'on a... Bon, déjà, tout ça s'est beaucoup calmé au fil des années. Oui, bien sûr, c'est quasiment fini tout ça. Ça, il faut le dire.
Et puis, on a tendance à plus faire attention en tant que journaliste à tout ce faste que déploient les marques pour nous mettre dans les meilleures conditions. C'est pas pour nous acheter, mais en tout cas, c'est pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour prendre en main les produits qu'ils veulent nous montrer, qu'on doit les tester, parce que là, c'était pour le coup un appareil photo, donc l'idée, c'était de faire une balade un peu partout, de faire des photos avec l'appareil en question. Bref, je referme la parenthèse. Je reviens sur la relation que peuvent avoir les influenceurs avec les journalistes. C'est un sujet que j'ai abordé avec JB, que tu connais, The Eye Collection. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que autant aujourd'hui, c'est plus un sujet. Dans des confs de presse, des voyages de presse, des événements presse, des lancements, tu as un mélange de journalistes et de créateurs de contenu, d'influenceurs, d'Instagrammeurs, de blogueurs, etc. Mais à cette époque-là, en 2008-2009, il y avait encore une guéguerre, quoi. Pas une guéguerre, mais en tout cas, les journalistes voyaient les blogueurs d'un mauvais œil. Parce que c'est pas des vrais journalistes, parce que c'est pas la grande presse. Exactement. Parce que c'est... Voilà. Donc, comment tu as vécu, toi, cette période-là ? Est-ce que tu as ressenti que parfois, tu n'étais pas forcément le bienvenu ? Alors, très honnêtement, les premières, je crois que la première année, ouais, parce que j'ai dû commencer à faire les premières présentations en 2006, un peu comme ça, et effectivement, tu te sens pas... Tu sais, toi, tu vois le journaliste comme l'entité suprême, le truc, c'est eux, c'est la référence pour parler des produits. Ils détiennent la vérité, ils sont intègres ou pas, mais ils sont vraiment, tu vois, ils sont au niveau max, quoi. Ouais. Et toi, t'es juste un passionné, donc tu sais partager ta passion, mais potentiellement t'arrives avec un certain syndrome de l'imposteur en disant en mode, je sais pas forcément écrire, je sais pas faire des grandes proses, je sais pas si je teste bien les choses ou pas. Moi, j'ai un retour utilisateur, mais j'ai pas accès aux mesures de plein de choses. Donc laboratoire ou machin. Ouais. Exactement. Donc tu les vois comme le truc suprême, et je pense qu'à un moment ils devaient se voir eux-mêmes comme ça aussi, et effectivement voir des blogueurs arriver dans tous les sens, et surtout parce que la grosse guéguerre, c'était pas tant d'avoir les blogueurs et tout ça, d'avoir les blogueurs qu'ils aient une présentation ou pas. Le plus gros problème qu'il y a eu à l'époque, c'était surtout que des blogueurs comme nous, on avait accès à des produits avant les journalistes, en exclusivité. C'est-à-dire que les journalistes apprenaient l'existence du produit à partir de nos blogs. Et ça, c'était un truc de fou, en fait. Ouais. Et j'y repense parce que je l'ai fait. Et je comprends la frustration du journaliste. Le journaliste qui est là en train de chercher son scoop, c'est son gagne-pain. Donc nous... Et il faut être honnête, nous, c'était même pas un gagne-pain, c'était juste un truc passion. Et on se retrouve à avoir accès à un produit qui, lui, leur aurait permis de vendre son article à tel ou tel canard, et tout ça, etc. Et nous, on arrive en mode whoop, tranquille, on nous a payé une soirée, un hôtel, et puis et en plus, on nous prête un produit... Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que à cette époque-là, moi je me rappelle bien pour l'avoir vécu aussi, les médias traditionnels, en tout cas de presse écrite, avaient beaucoup de retard sur le digital, et les blogueurs par nature étaient, s'exprimaient avant tout sur leur blog qui était sur le digital, et donc avec un délai de production, une réactivité qui était bien plus élevée. Et donc même si tu dis que les blogueurs avaient des exclus, ce qui est vrai, mais même si le produit était présenté au même moment à des journalistes de presse écrite traditionnelle et à des blogueurs, de fait, les blogueurs shootaient bien avant. Ah bah bien sûr. Donc, c'était notre... Ton papier paraissait dans 20 minutes dans Le Monde, dans Libé, etc. Mais pas Libé. Ou j'en sais rien, l'Express une semaine après, alors que t'allais sur Journal du Geek ou d'autres blogs, ben voilà, l'article était déjà là, était prêt avec des photos, les caractéristiques techniques. Ouais. Bah, c'est générationnel, tout ça. C'était lié au fait que en 2004, 2005, même jusqu'en 2010, Le Monde, par exemple, son virage numérique, je crois qu'il est intervenu à partir de 2010-2011, un truc dans le genre. Donc effectivement, à l'époque, tout le monde était encore en mode c'est nous qui contrôlons la chronologie des sorties, alors que nous, en tant que blogueurs à l'époque, c'était
on prend, on shoot, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre, parce qu'on est passionné en plus, donc on n'avait pas besoin de faire, je sais pas moi, 50 analyses sur le truc. Le produit, on l'a, on donne les premières impressions, on shoot. Et c'est vrai qu'à une époque, les prises en main d'un produit, par exemple, marchaient tout aussi bien que le test final. Et, alors que maintenant, ça a un peu changé. Et bien évidemment, maintenant, on attend, le test est plus ou moins lié. Mais à l'époque, dans le cycle d'un produit, par exemple, quand on en parlait sur Journal Geek, c'était l'annonce, la prise en main avec des photos, et après on avait le test, et après éventuellement une vidéo, etc. Donc c'était vraiment un comparatif, etc. Alors que chez les journalistes, c'était l'annonce éventuellement, parce que tout le monde ne couvrait pas toutes les annonces, et après tu avais le test et les comparatifs, donc ils arrivaient bien après. Et à ce moment-là, comme le nerf de la guerre, c'était un peu Internet, donc voilà, mais ça c'était pas pour moi le plus gros problème entre les journalistes et les blogueurs, c'était surtout l'accès à l'information qui était complètement qui était un peu en faveur des blogueurs, clairement. Et est-ce que enfin moi mon point de vue aussi, c'est que ce qui distinguait beaucoup des journalistes de presse traditionnels et des blogueurs, c'était aussi le côté comment dire, couteau suisse des blogueurs. Tu l'as bien connu, tu es bien placé pour le savoir. Bien sûr. Tu fais pas que écrire, tu prends des photos, tu fais des vidéos sur les produits, etc. Et à cette époque, encore en 2010, tu demandais à un journaliste de presse écrite de shooter des photos d'un produit ou de faire des vidéos. Il était en PLS. C'était jamais de la vie, tu vois. Jamais de la vie, c'est ça. Non, mais il le faisait pas du tout. Je me souviens en plus à plein de présentations, j'étais le seul à venir avec un appareil photo. Arriver à un appareil photo et avec l'appareil photo et prendre des photos des produits. Et personne le faisait. Et je comprenais pas. Je dis mais... Ok, bon bah non, mais ils vont utiliser les images officielles et tout, ok, pas de problème. Que tu vois partout. Tu vois partout et tout, et toi tu te dis, bon bah moi je vais faire mes propres petites photos avec une petite analyse. En plus à l'époque, je vous le dis clairement, une petite analyse à 2 balles quelque part, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'analyse, c'était juste une prise en main, d'écrire un peu la texture des, je sais pas, d'un produit et tout. Et ouais, c'était vraiment cette différence de génération, de traitement de l'information au départ qui fait que maintenant, bon, tout le monde a rattrapé son retard, mais à l'époque, c'était drôle. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que fondateur du Journal du Geek? Alors, je parle de souvenirs médias, c'est-à-dire avec des produits, avec un service ou j'en sais rien. Je vais pas te mentir que la sortie de l'iPhone, c'était une révolution de malade. C'est-à-dire que je me souviens, on testait des formats dans tous les sens de mobile, donc chez Samsung, chez LG, chez Motorola, etc. Et d'un coup, on rêvait tous d'un iPod avec lequel on pouvait téléphoner, parce qu'à l'époque, ça se résumait à ça. Là, tout le monde pense appareil photo, tout le monde pense jeu, etc. Nous, les seuls jeux qui nous liaient à l'époque au smartphone, c'était Snake. Serpent, peut-être un jeu de solitaire ou des trucs comme ça. Mais bon, c'était pas... Attends, t'avais le Nokia N-Gage, tu te rappelles? Ouais, t'avais le Nokia N-Gage, t'avais le N95, ce qui était le summum du smartphone selon Nokia, qui était une grosse bouse en vrai. J'adorais ce téléphone, moi. Qu'est-ce qui était cheap. Mais non, il bougeait dans tous les sens, ça m'énervait. Mais le N95, 8 Go, tu sais, le noir. Le noir, après, c'était mieux. Moi, j'avais le N95. Oui, je devais tout payer à l'époque. Donc, sortie de l'iPhone. Sortie de l'iPhone, c'était vraiment une grosse révolution. Et les sorties de consoles. Et à cette époque-là, tu sens que Journal du Geek a réussi à se démarquer d'une manière ou d'une autre à la sortie de l'iPhone? Vous aviez fait quelque chose de particulièrement, je sais pas, remarquable par rapport à... Non, en vrai, 2007, pas tant que ça. Mais là où on s'est démarqué à l'époque, je me souviens, c'était parce que j'étais passionné. Et parce que j'étais passionné, je dépensais de l'argent. Et ça, c'est un truc que les journalistes ne faisaient pas. C'est-à-dire que, je vais être honnête, parce que je sais maintenant comment ça marche, mais les journalistes fonctionnent énormément avec des prêts, donc ça c'est totalement normal et tout, parce qu'on peut pas tout s'acheter. Sauf que à l'époque, en 2006-2007, moi je voyais l'iPhone, je suis passionné. Le premier truc que j'ai fait, alors j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite aux US, donc la première chose c'est d'envoyer ma mère me choper un iPhone là-bas, quoi. Et elle l'a pris, elle me l'a envoyé, je le reçois 2 semaines après, je vois qu'aucun journaliste français ne l'avait de toute manière. Et puis voilà, et t'en parles. Et à partir de là, comme Internet se développait, comme Google était présent, quand les gens faisaient une recherche de Google, on ne tombait pas sur Le Monde et tout ça, on tombait sur Journal du Geek. Ding. Et c'est hyper intéressant.
Et comment on passe d'un média ultra incarné, comme le tien, donc c'est vrai qu'on associait, et on associe, je trouve encore toujours Anne Fan au Journal du Geek. Comment on passe d'un média ultra incarné à un média plus classique, entre guillemets? Si j'incarne Journal du Geek, je l'incarne essentiellement auprès des partenaires et des marques. Donc que ce soit les confrères et tout ça, c'est vrai que j'incarne là-dessus. Mais par rapport au grand public, j'ai pas tant joué de jeu que ça. C'est-à-dire que contrairement aux blogueurs à l'époque, je pense notamment à Éric Dupin avec Presse Citron, à Gonzague d'Ambricourt avec son blog dédié, etc. Tous mettaient leur nom en avant. Sur Journal du Geek, si on remonte dans les archives, à l'époque, je postais sous le nom de Neo Angel. Alors, bon, c'est pas génial comme ça, mais oui, et mon pseudo Twitter, c'était aussi Neo Angel. Tout était... En fait, Neo, d'ailleurs, c'était quoi? C'était une référence, non pas à Matrix, mais à Neo de Neo Tokyo, parce que j'étais fan d'Akira. Ok, d'accord. Voilà. Et Angel, je préfère pas en parler. Ça restera entre nous. On fera un petit bonus. Exactement, on fera un petit bonus. Donc voilà, j'utilisais un pseudo, donc tout simplement parce que contrairement aux autres, alors, à part Éric Dupin, les autres blogueurs, ils étaient assez jeunes quand même. Gonzague, à l'époque, il doit avoir quoi, 19-20 ans. Donc il était encore assez jeune et j'avais compris déjà à l'époque qu'il fallait que je fasse attention sur ma vie perso par rapport à Internet. Et je voulais pas que ma vie perso se retrouve sur Internet trop rapidement parce que je ne maîtrisais pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Et c'est pour ça que j'utilisais un pseudo pour dire, bon voilà, c'est le pseudo qui parle. Et ce qui a impersonnalisé un tout petit peu Journal du Geek par rapport aux lecteurs. Et même je le vois aujourd'hui, les lecteurs ne me connaissent pas forcément. Ils me connaissent grâce à Game One parce que Game One a joué une carte qui a fait que là tu pouvais pas te cacher, là je pouvais pas me cacher, mais à l'époque non, c'était Journal du Geek au sens global, et voilà quoi. Et donc j'ai préféré m'amuser à créer une marque que créer un personnage. Et à quel moment tu as commencé à signer tes papiers Anne Fan plutôt que Neo Angel? Quand j'ai voulu commencer à professionnaliser un peu plus Journal du Geek, faire la bascule vers un média. Donc quand on commençait à être 3-4 rédacteurs, il était temps de changer ça parce que un article signé Neo Angel, c'était pas génial en vrai. Donc il fallait mieux mettre Anne Fan et au moins... C'est un petit événement quand même. C'est un petit événement, mais juste pour moi en vrai. Ça n'a pas changé grand-chose pour les lecteurs. Ça n'a pas changé grand-chose non plus pour les marques, les partenaires, tout ça. C'est juste pour moi. C'était soit je me suis émancipé, soit j'ai pris de l'ego, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit changement comme ça pour la suite. Comment tu gères c'est une question récurrente dans Follow Me, mais comment tu gères les commentaires pas très cool D'ailleurs, déjà, est-ce que tu reçois des commentaires parfois qui sont pas très cool de la part des gens sur Internet? Et comment tu gères ça? Encore une fois, j'ai essuyé les plâtres parce que je m'étais inscrit sur Twitter parce que Twitter aide pas mal quand même. Donc c'était en 2007, donc quasiment dès le début. Ouais, pareil. Et effectivement, oui, j'ai eu des insultes, j'ai eu droit à tout, j'ai eu du racisme, voilà quoi. Un truc complètement classique. Au départ, tu fais vachement attention, tu essaies de te justifier, et en fait, un des trucs que j'ai remarqué dès le départ, c'est plus tu justifies, plus ça continue en fait. Et tu dis, mais en fait, c'est sans fin. Et très rapidement, j'ai appris à juste ignorer et ne pas me prendre la tête. C'est-à-dire que sur Journal du Geek, je voyais qu'il y avait des commentaires négatifs. Bon, je supprime, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est pas une question de. Négatif, en tout cas. Oui, haineux, on va dire. Pas de critique négative. Ça pas de trucs haineux. Pas de. Quand c'est une critique ou un truc négatif mais justifié, je prends totalement. Et je comprends totalement. Non, mais ouais, quand c'était haineux et qu'il n'y avait pas de lieu d'être, que ça n'avait pas de lien avec le sujet, je supprimais purement et simplement. Et idem sur les réseaux sociaux. Une des choses que j'ai appris, c'est j'ignore. Voilà. On m'attaque. En fait, je vois souvent que les personnes qui m'attaquent, soit ils ont créé un nouveau compte où ils ont genre 2-3 abonnements, etc. Et c'est juste pour ça. Et donc, si je réponds, c'est leur donner de la visibilité. Et ça, j'en ai un peu rien à faire.
Tu peux nous donner quelques chiffres sur Journal du Geek, peut-être, je sais pas, en visite, je parle pas d'argent, mais... en visite, bah aujourd'hui, Journal du Geek, c'est environ un peu plus de 5,5 millions de visiteurs uniques. Par mois? Par mois, oui, par Ok. mois. En termes de visites session, on en est à 7,5, donc c'est presque, on essaie d'atteindre les 2 visites par visiteur, donc c'est plutôt bien. Et puis on est dans le fameux top 5 des sites high-tech, Ouais. et selon Médiamétrie, Nielsen, je sais pas quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais. Non mais voilà, tu pars de 0 De zéro à ça. 5,5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça. Non, mais Quand on parle de la force de la creator economy, c'est ça aussi, quoi. Ouais. Parce que dans ce podcast, j'aime bien mettre en avant des créateurs de contenu qui, comme toi, démarrent par passion et qui, de fait, se constituent médias ou qui sont dans un processus de se constituer médias. Ouais. Toi, t'as poussé le bouchon hyper loin, quoi. Je suis allé jusqu'au bout. T'es allé jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au Tu t'es bout. vraiment constitué média, mesuré par Médiamétrie, etc., etc. Et d'ailleurs, on peut en parler. Tu nous dis à quel niveau de détail tu veux bien donner là-dessus, mais aujourd'hui, tu as revendu, tu as cédé ce média. Bon, je peux toujours pas parler du prix, donc je pourrais pas le dire. Non, mais c'est pas forcément En revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu peur un moment. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de le revendre? C'est ton petit bébé, ça fait quand même... quand j'ai revendu, c'était l'année dernière, donc on est en 2021, ça faisait déjà 17 ans que j'étais dessus. Là, on attaque la 18e année. Et puis en fait, alors moi, j'ai pas d'enfant, personnellement, mais je le voyais un peu comme mon enfant, et je me dis qu'au bout d'un moment, en fait, en vrai, je voyais aussi que il faut pas se leurrer. Et après... souvent quand de mon expérience, quand tu crées quelque chose, au départ, tu es super performant parce que tu es un peu, alors comme diraient les jeunes, dans le milieu du business. Tu sais exactement ce qui est bien, ce qui est pas bien, et donc tu y vas et tu te poses pas trop de questions. Alors que 17 ans après, il y a quand même des choses qui ont changé, et toi tu peux pas tout savoir non plus, et qu'il y a des nouveautés qui arrivent, et ce sont les jeunes qui les apportent. Et je m'étais dit qu'à un moment il faut juste penser un peu à la passation, et de me dire que c'est pas moi qui amènerai Journal du Geek encore plus loin. D'autres personnes qui sont plus jeunes, plus talentueux sans doute, qui ont plus de niaque, vont pouvoir l'amener encore plus loin. Et c'est là où tu choisis, tu mets ton ego de côté, et tu te dis bah ouais, Journal du Geek va aller plus loin. Alors c'est pas toi qui frappe sa deuxième partie de vie, mais t'as fait au moins la première, et t'es content, et ça va aller plus loin, quoi. Déjà, rester indépendant pendant 17 ans, c'est déjà un sacré accomplishment, quoi. Ouais, c'était amusant. T'as déjà dit non à des Ouais, on a dit tentatives non. de rachat. Il y a eu des tentatives avortées, il y a eu des tentatives où on a refusé, il y a eu plein de choses, clairement. T'as eu des tentatives de rachat un peu what the fuck? Non, parce que nous on est arrivés, et je parle de nous parce que à partir de 2010 j'ai commencé à avoir des associés. On a eu on est passé après la fameuse vague what the fuck. La vague de what the fuck, c'était un peu avant, avec TF1 et M6 qui étaient complètement pétés de thunes. Nous on est arrivé un peu après, donc on était revenu à une base un peu plus saine de business. Mais oui. Et à l'époque, pourquoi vous aviez dit non? Peut-être, encore une fois, tu donnes le niveau de détail que tu veux. Mais c'était quoi? C'était le projet, C'était le projet, en fait. C'était le projet. Il y avait aussi cette partie où tu sens que quand t'as pas fini quelque chose, tu sais, tu veux pas le lâcher parce que t'as encore des trucs à faire avec et tout, et tu vas aller encore un peu plus loin. Tu sais que tu peux le faire. Alors que là, je pense que je suis allé là où j'ai pu aller, et maintenant il y a d'autres trucs qui sont entrés en compte, l'importance du SEO, l'importance des moteurs de recherche et tout ça, que si tu suis pas au jour le jour, tu es incapable d'optimiser. Donc là, il y a des personnes qui sont ultra compétentes pour ça, et je suis hyper content. Je travaille encore avec elles, justement. C'est ce que j'allais dire. Tu es encore au sein de la structure, hein. Exactement. Après, je vais pas m'en cacher. Je suis quasiment en mode où j'ai moins de stress, et je ne fais que ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire m'occuper encore de l'édito, découvrir de nouveaux produits, tout ça je sais faire, et je continue dans ce domaine-là. Alors, toute la partie business et tout, il y a d'autres gens qui sont bien mieux placés que moi.
Ok, et est-ce que t'es blasé? Je dirais par moment, ouais. Je vais être honnête, il y a des moments où t'es un peu blasé de tout, parce que les voyages de presse, c'est pas ce qui t'intéresse le plus. Découvrir des produits qui sont juste des simples évolutions et tout, c'est un peu chiant par moment. Et après, quand tu commences à être blasé, tu dis ah putain, il y a plus rien, et d'un coup, boum, t'as un produit qui apparaît, qui te fait oh putain, mais en fait, c'est quand même bien en vrai. Et tu redécouvres les choses et tu reprends cette âme d'enfant que j'avais en 2004 et où je redécouvre encore un truc. Là, tu vois, typiquement, je peux pas citer le smartphone, mais je teste un tout nouveau smartphone. Que je n'attendais pas du tout. Tu peux pas le citer parce qu'il n'est pas sorti encore. Il est pas sorti encore. et iPhone 16. Non, pas du tout. Le 17. Mais et donc j'attendais plus du tout cette marque. Voilà. Et d'un coup, boum, j'étais agréablement surpris. J'étais heureux de l'utiliser. Et ça j'aime bien. Ça, c'est le genre de petits trucs et mes petits kiffs, quoi. Bon, ça veut dire qu'il y a encore bien sûr, de la passion. Il y en aura toujours. Est-ce que tu as d'autres passions, Anne, d'ailleurs, en dehors de la tech? Ouais. Hyper branché sneakers, avec des goûts parfois bien prononcés, hein, et des goûts géniaux, on peut le dire. Des goûts intéressants. Non, alors oui, effectivement, j'ai deux autres passions. La première, c'est la photo, bien évidemment. La photo, j'ai toujours aimé ça. Et en plus, grâce à mon métier, j'ai pu voyager loin et faire découvrir pas mal de choses. Parce qu'en plus, petit aparté, mais l'avantage de ne pas être journaliste et d'être un peu son propre chef, c'est-à-dire que quand il y avait un voyage de presse, en général, les journalistes faisaient le voyage de presse, donc 2-3 jours, et moi j'avais tendance à toujours prolonger. Donc du coup, je restais 1 semaine, 2 semaines dans des endroits, et bon, ça m'effraie, bien évidemment. Mais je restais parce que je m'étais dit, putain, j'ai fait 8 heures de vol. Que dalle que je rentre au bout de 2 jours, quoi. Bah oui, bien sûr. Puis tu pouvais bosser à distance. Exactement, et comme si j'étais sur le net, je pouvais bosser à distance et que voilà, quoi. Et l'autre passion, les sneakers, évidemment, les baskets. J'adore les baskets, pas les barres chocolatées. Je précise parce que c'est un podcast audio. Ah oui, c'est vrai. Faut pouvoir le dire. Oui, effectivement, ouais, tout ce qui est basket, j'ai toujours aimé ça. Alors déjà parce que c'était un peu c'est un peu alors moi je suis pas issu d'une famille riche ou bourgeoise, donc du coup c'est un peu cliché, mais quand tu grandis dans une cité, c'est un peu ton seul moyen d'expression, quoi. Avoir une sneakers, une basket qui est un peu différenciante. Bon, après on voit que en fait tout le monde l'a eu, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça et je trouve ça toujours fun. Et ma petite lubie depuis 2 ans, grâce au Covid ou à cause du Covid, ce sont les Crocs. Oui, c'est ça. Oui, donc quand je parlais de goût particulier, je parlais des Crocs. Hein. Oui, alors je suis pas venu en Crocs aujourd'hui. Hein. Tu serais pas rentré. Déjà, pour commencer. Non, je te pose la question parce que il n'est pas exclu que tu restes encore là où tu es dans la structure quelques années, mais imaginons que demain tu n'y sois plus. Tu aurais peut-être envie de monter quelque chose d'autre. Est-ce que tu aurais envie de refaire finalement le même cheminement, de partir de rien jusqu'à de créer quelque chose d'aussi fat que l'est encore aujourd'hui Journal du Geek? Alors il y a deux trucs qui se posent comme barrière déjà, effectivement, c'est de savoir si tu es capable de reproduire un truc comme ça. En toute honnêteté, je pense que si j'avais créé Journal du Geek en 2018, c'était dead. Il n'y a aucun moyen pour que ça arrive à ce niveau-là. Donc c'est un travail qui est j'ai eu de la chance, j'ai eu du flair. Alors pour moi, le succès d'un business, c'est toujours la même chose, hein. T'as le flair, t'as le travail et t'as un peu une partie de chance. Donc et de la passion. Et de la patience, ouais. Et de la passion aussi. Donc je ne sais pas. Non, mais j'imagine que si tu avais créé Journal du Geek en 2018, tu n'aurais pas créé le Journal du Geek tel qu'il est créé en 2004, évidemment. Donc si tu crées quelque chose de nouveau maintenant, ce serait avec les codes de 2022. Donc, exactement. Peut-être avec des NFT quelque part, du Web3, ça rien. Typiquement, l'année dernière, je regardais un peu ce qui se faisait au niveau des NFT et tout, et je commence à un peu avoir des doutes parce que c'est en train de partir un peu en vrille. Mais quand tu vois Gary Vee, ça fait 90 millions de dollars en 60 jours, je crois. Ouais. Avec ces NFT, tu dis mais ça part un peu en vrille en ce moment et je sais pas trop. Et je veux pas, en fait, dans tous les cas, si je crée un truc, un nouveau truc, ce sera un truc qui ne sera pas
basé sur de la spéculation ou un truc, c'est vraiment un truc pérenne. Ouais. J'aime vraiment créer des choses et aller loin. Finalement, Anne, ce qui n'est pas le plus pérenne dans ton business, est-ce que c'est pas toi, tu vois? Est-ce que c'est intéressant parce que donc tu as fait tout ce chemin en partant d'un média incarné, enfin comment dire, avec un salarié unique qui était toi, tu l'as monté à Journal du Geek avec vous étiez à combien de collaborateurs juste avant le rachat peut-être? Une quinzaine de collaborateurs. Une quinzaine, voilà, de 0 à 15 collaborateurs. Tu es aussi, on peut te définir aussi comme un créateur de contenu, parce que tu as une grosse présence sur ton nom sur Twitter, sur Insta, etc. Donc tu pourrais très bien aussi continuer à entretenir ses passions, lifestyle, tech, etc., mais avec ton propre nom sur différentes plateformes. C'est des choses que tu envisages? J'y ai pensé un moment. Après, je suis quelqu'un, alors ça se voit peut-être pas ou ça se sent pas, mais je suis quand même assez introverti, donc tu sais, me mettre tout le temps en avant, je sais faire, mais j'aime pas, ça c'est pas non plus le truc que je recherche. J'ai pas cette recherche de briller auprès de mes pairs ou même auprès d'un public. C'est le seul truc. Tu pourrais le faire pour tout à fait. Pas pour cette raison-là, mais non. Et si je devais le faire, de partager des choses. Exactement. Si je devais le faire, quoi qu'il arrive, le seul truc qui me motive à chaque fois, c'est de partager une nouvelle expérience. Et c'est vrai que partager mon lifestyle ou les voyages, etc., c'est un truc que je continuerai à faire. Alors peut-être pas de manière en mode business et tout ça, mais au moins de manière régulière et constante. Donc ça, je sais faire. Après, on verra. Je te dis, je sais pas. Là, c'est encore hyper récent, mine de rien. Je me suis fait racheter Journal du Geek s'est fait racheter il y a 1 an. On a le temps encore. Moi, j'ai encore le temps que je digère, le temps que je me pose et que je vois ce que j'ai envie de faire après, quoi. C'est quoi les plateformes sociales qui t'éclatent en règle générale, ou bien même en ce moment? En ce moment, c'est TikTok. C'est bête à dire, hein, mais c'est cette perte de temps constante que je peux avoir avec TikTok, c'est quand même un truc de malade mental, en fait. Ouais. Et alors, d'un côté, j'aime pas ce côté je prends, je jette. Et de l'autre côté, je peux rester... tu sais, la fameuse pub la fameuse pub du genre encore un quart d'heure et 2 heures après, tu y es encore dessus. C'est un peu n'importe quoi. Et après, j'aime beaucoup Twitter parce que Twitter, c'est tellement malsain que ça te permet de redescendre un peu sur terre, dire ah ouais, il y a quand même des gens bizarres. Là. Twitter, intéressant. TikTok, tu crées du contenu, toi, sur TikTok? Non, pas encore. En fait, j'ai toujours plein d'idées pour dire je vais le faire. Et je vois que c'est quand même de la vidéo, donc... je trouve que en fait il y a tellement de choses qui m'intéressent tout le temps, donc que ce soit au niveau des technologies, au niveau de la culture pop, des jeux vidéo, etc. En fait je sais pas où donner de la tête, donc je le fais parce que Journal du Geek, on s'est lancé sur TikTok et que ça marche plutôt bien et que là j'ai un domaine de prédilection, je vais là-dedans, mais maintenant non, tu me verras pas chanter ou faire des trends, voilà. Ouais. Après, ça va au-delà, je pense, de... Oui, bien sûr. C'était le TikTok d'il y a peut-être 12 ou 18 mois, tu vois. On parle de 12 ou 18 mois. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. C'est ce que je dis à beaucoup de monde. Moi, quand j'ai arrivé sur TikTok, il y a 12 ou 18 mois, j'avais l'impression d'arriver sur une exoplanète. Je comprenais rien, j'avais pas les codes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ils font ça? Mais c'est quoi ce filtre? C'est horrible. Et depuis, je dirais 9 mois, je vois apparaître quand même beaucoup de créateurs de contenu qui sont ultra sérieux, qui sont très bons, qui délivrent des choses hyper intéressantes et qui vont bien au-delà la question elle est vite répondue, tu vois. C'est pas du tout ce genre d'influenceur, on va dire. Et moi, ce qui m'épate, c'est toujours cette grammaire sociale. Donc, on disait que à l'époque, tu vois, quand tu as créé Journal du Geek en 2004, c'était le web 2.0, tu vois, c'était une génération qui maîtrisait les blogs, qui maîtrisait Skyblog, qui maîtrisait l'écriture et la lecture, voilà, tout ça. Je fais moi-même, j'écris, j'édite, je fais un peu de code HTML. T'as la génération d'après qui est plus, voilà, je crée des photos, je me mets en avant, je scénarise ma vie sur les réseaux sociaux. Et on a cette génération-là qui arrive,
dont la grammaire principale, c'est tu vois, le montage vidéo, tu vois, la Ouais, bien maîtrise sûr. absolue de ces codes. C'est impressionnant. Parce que c'est vrai que la TikTok, c'est de la vidéo, mais les gros TikTokers, ils te font ça, mais en 3 secondes. Mais oui. Je te cut le machin, je synchronise avec la musique, je t'ajoute des titres. Et voilà, j'exagère un peu, mais en 15 minutes, ils te sortent bien un sûr. TikTok qui va faire 300 000 vues, quoi. C'est incroyable. Alors que toi, nous, avec nos codes, on a connu Adobe Premiere Pro. Alors attends, non, je fais le raccord. Comment je fais? Non, faut que ce soit nickel, Mais le parce cut que- parfait. Mais parce que tout ça, c'est quand même ultra générationnel. C'est-à-dire que- et au Ouais. final, le point commun entre tout ça, donc depuis 2004, entre les blogueurs, les Instagrammeurs, les YouTubeurs et maintenant les TikTokers, le point commun reste quand même cette création de contenu Ouais, avec c'est toujours ça. ce trait, Exactement. se raconter une histoire. On sait tous le faire. Et donc à l'époque, nous, c'était l'écrit, après on a eu les photos, et puis comme tu dis, les vidéos un peu longues, puis maintenant les TikTok, etc. C'est juste que les jeunes, ceux qui arrivent au moment de tel ou tel réseau social, ils sont juste liés à ce réseau et à cette création, et c'est pour ça qu'ils vont très très vite. Nous, maintenant tu demandes à un TikToker d'écrire un article, ne serait-ce que de 500 mots. Un quoi? Nous, on va l'écrire peut-être en 10 minutes et eux, ils vont mettre 3 heures, quoi. Ouais. Donc, au final, tant qu'on continue à pouvoir créer, et moi, le plus gros souci, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est de dénicher justement les créateurs de contenu. C'est-à-dire que sur TikTok, c'est hyper difficile, je trouve, perso, de faire une différence entre un créateur et un copieur de créateur. C'est vrai. Il y a beaucoup de plagiat et je ne sais pas comment faire pour sortir de ça. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours cherché depuis le départ. Et puis à la frontière entre le plagiat et le trend. Ouais, exactement. Ouais. À quel moment un plagiat devient une tendance TikTok en plus. Voilà, où en fait c'est plus une inspiration qu'une copie. T'as des créateurs de contenu, des youtubeurs, Attends, on n'a pas parlé. Avant, je te pose cette question. Twitter. Tu dis que t'aimais bien Twitter parce que c'était du gros nawak, c'est ça? C'est ça, ouais. Twitter, c'est n'importe quoi. Et tout le monde a envie d'être méchant sur Twitter. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ça me permet de redescendre sur Terre parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de cons sur Terre. et que voilà. J'espère vraiment pour l'humanité que Twitter n'est pas un reflet fidèle j'espère non plus. de la J'espère race pas humaine. non plus. Ouais. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que si toi tu me suis sur Twitter, tu vois qu'en fait je partage rien de méchant. J'ai toujours gardé le même truc, partager mes passions, partager ce que j'aime. Et puis je vais pas aller. J'ai appris un truc avec l'âge, c'est que on peut pas avoir un avis sur tout. Et alors que sur Twitter, tout le monde va avoir un avis sur tout. Et je sais que dans nos cercles perso et tout, ça sert à rien. Ouais. Ça mène des discussions sans fin, ça s'énerve pour pas grand chose. Au bout d'un moment, t'es pas spécialiste de politique, parle pas de politique, c'est tout. Le seul truc que tu vas dire, c'est une connerie que t'auras vu sur un truc conspirationniste, je sais pas où, et puis voilà quoi. Ouais, et puis un peu, et puis Twitter, c'est la dictature du bon mot, quoi. C'est il faut avoir de l'esprit, mais c'est même pas forcément de l'esprit, Non. c'est faire le buzz avec une remarque un Mais peu oui, bien sentie que tu penses même pas la plupart du temps, tu vois. Et en plus, il y a des usages qui sont bizarres. C'est-à-dire que, tu vois, le RT, typiquement le retweet, je trouve que c'est un formidable outil pour pouvoir partager une idée que quelqu'un d'autre a développée, etc. Et c'est aussi un formidable outil de bullying. C'est-à-dire que je vois des tweetos avec un grand nombre de comptes qui font du RT en mode je te bâche et tout. Je trouve ça tellement naze en vrai. Et ouais. Donc, mais bon, c'est l'être humain quelque part, quoi. C'est la sagesse qui parle, peut-être. On peut te suivre aussi sur Instagram, parce que oui. tu aimes bien la photo. Et bien, il n'y a que de la photo sur Instagram. Donc, vous verrez vous ne verrez pas ma tête, vous verrez un peu de lifestyle, mais beaucoup de photos de voyage. Et YouTube? Et YouTube, sur le YouTube du Journal du Geek. Donc là, je continue sur les tests de produits parce que ça, c'est un truc qui me fait plaisir. T'as pas de YouTube perso? Non, j'ai essayé un moment et c'est là où j'ai vu mes limites. J'ai des bons retours sur le fait que je savais partager, mais je ne sais pas monter une vidéo. Et en fait, moi j'étais vraiment je suis toujours dans cette culture de l'instantanéité et quand tu es en voyage et tout ça, autant tu peux partager une photo, autant faire une vidéo, ça demande du montage, etc. Ça demande des compétences que j'ai pas du tout et qu'avec l'âge j'apprends un peu moins vite. Donc du coup c'est un peu plus compliqué.
Ok. Donc voilà. Et donc la question que je voulais te poser juste avant, est-ce qu'il y a des youtubeurs, des créateurs de contenu ou bien des gens sur Twitter ou autres que tu adores et que tu suis vraiment de manière très fidèle? Ah bah, il y en a plein en fait. Alors je pourrais pas te citer là. Hein. Non, il y en a un, il s'appelle Christopher Siminelli. Oh là là Excellent ce gars, franchement. Je te filerai les 10 € plus tard. Ah, merci beaucoup. non, je pourrais pas t'en citer, mais un truc, si tu veux les voir, c'est très simple. Je ne suis que ceux qui arrivent à créer du contenu que j'apprécie, ou mes potes et la famille. Voilà. Ok. Donc je ne suis pas d'inconnus, je suis très rarement des gens que je connais pas. Donc déjà en plus, typiquement, j'ai toujours eu cette façon de faire sur Twitter, typiquement, c'est je ne suis qu'une personne que j'ai rencontrée physiquement. D'accord. Donc si j'ai pas rencontré la personne, je vais pas te suivre. Donc c'est même pas la peine. Mais que ce soit sur Twitter, sur n'importe quoi. Insta, Faut vraiment que je t'ai rencontré en perso pour que je te suive. Et à côté de ça, quand t'es un grand photographe, je vais suivre, etc. Quand t'es genre tu suis pas Elon Musk. Bah si. Et tu l'as rencontré en perso? Non, j'ai pas rencontré en perso. Mais je le suis parce que justement c'est une grande personnalité. Donc tu le suis parce qu'il dit des conneries. Mais tu vois, c'est voilà, dans mes choix de trucs, c'est très simple. Ah, c'est intéressant comme règle. Comme ça évite de suivre tout n'importe quoi parce que tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas toujours des choses intéressantes à dire. Non, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Anne. C'est moi qui te remercie. Très bon moment, encore bravo. Enfin, merci. Je dis pas ça parce que t'es aussi mon pote, mais voilà, moi je suis très admiratif de ce que tu as réussi à faire au cours de ces années. Tu as un exemple aussi pour des créateurs de contenu, mais aussi pourquoi pas des TikTokers qui nous écoutent ou autres, bien sûr, qui démarrent et qui ont ça en eux. Donc voilà, il faut mettre beaucoup de travail. Ça, c'est les gens. Travail, passion. Que beaucoup ont tendance à oublier, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de passion et de sérieux. Exactement. Voilà. Il n'y a que ça qui fonctionne en vrai, quoi. Il y a avec un peu de chance aussi, quand même, je pense. Mais toujours la chance, il faut savoir la provoquer. On la provoque. Mais il y a une petite étincelle quand même. Allez, salut Anne, à plus tard. Merci, ciao.